l'auteur, on va en parler juste après, mais il a une vie, très remplie et il a vécu, notamment, sous la dictature de, Pinochet et donc je suis partie là-dessus et sur le magazine L'Histoire, j'ai trouvé une source qui en même temps est un récit historique, donc c'est intéressant. C'est une interview de 1998 avec une réaction un petit peu à chaud à l'arrestation de Pinochet en Angleterre qui, aurait dû, en tout cas c'était la demande, être extradé en Espagne pour être jugé, parce que c'est un dictateur qui a fait des crimes contre l'humanité, il y a eu beaucoup de morts et de tortures et en fait, il va rester 2 ans en prison, à Londres et ensuite il va rentrer au Chili et finalement il ne sera pas, jugé. Comme notre auteur a été, enfermé, sous la dictature Pinochet, je suis un peu allée sur cette interview de 1998 de Guy Hermet, qui en tant que, spécialiste, des dictatures en Amérique latine, répond à quelques questions et en gros, j'ai été assez étonnée parce que je trouve qu'il relativise pas mal, hem, la dictature Pinochet. Alors dans les faits, au Chili, entre 1971 et 1973, c'est le gouvernement d'Allende qui n'a pas de majorité au parlement et qui, va, créer, un contexte de conflit social extrêmement fort parce qu'il va, mener une révolution économique et sociale avec, c'est, le cas dans beaucoup de pays à cette époque-là, des nationalisations de grandes entreprises, une réforme agraire à marche forcée qui va provoquer des crises économiques, des manifestations et un blocage du pays. Face à ça, Allende, va, donner le commandement du gouvernement à l'armée et à Pinochet. Donc Pinochet, en gros, pendant la crise, il va avoir le commandement du gouvernement et ensuite il va faire un putsch, promettre de restaurer l'économie du pays. Il va notamment recevoir les conseils des Chicago Boys, qui sont des économistes libéraux états-uniens et il va, s'installer en tant que dictateur. Entre 1973 et 1976, il y a entre 3 et 4 000 morts. Il y a une utilisation massive et systématique de la torture en prison, ce que notre auteur va subir. En même temps, eh ben, Pinochet, il est, populaire. Il va garder, le pouvoir jusqu'en précisément 1990. En 1988, il va faire un référendum pour être prorogé en tant que président de la République et il va obtenir 45 de oui et donc les 2 années suivantes vont être des années de négociations avec l'opposition pour, qu'il sorte, du pouvoir. Il va obtenir d'être sénateur à vie. Il va obtenir que, le système politique soit, sous la coupe, sous la, comment dire? La surveillance d'un conseil de sécurité qui est contrôlé par l'armée, au nom des intérêts supérieurs du pays. Et il va obtenir la promesse des partis d'opposition, de ne pas mener de politique de vengeance. Donc en gros, il y a une espèce de neutralité réciproque qui va se mettre en place et une sortie un petit peu, on va dire, démocratique et c'est là où l'interview de Guy Hermé en 1998 dans le magazine L'Histoire est intéressante parce qu'en gros, cette personne, elle voit l'arrestation par des pays occidentaux de Pinochet comme une ingérence étrangère comme quelque chose qui va casser cette neutralité réciproque et qui pourrait, enclencher un cycle de vengeance au sein, du Chili et comme, quelque chose d'assez, hypocrite de la part de pays, qui ont une histoire coloniale ou qui ont une histoire dictatoriale. Parce qu'en fait, cette arrestation, elle est menée à la suite, d'une demande de la part d'un juge qui est espagnol. C'est, en 1998, donc il réagit à chaud et nous, aujourd'hui, on sait que Pinochet reste 2 ans en prison, rentre au Chili, il va mourir en 2006 et il n'aura jamais été jugé, alors que son immunité a été levée plusieurs fois. Alors, Luis Sepúlveda, le livre qu'on lit, c'est devenu un classique et en même temps, c'est son premier roman. Quand il a sorti ce premier roman, il a une quarantaine d'années et il va très vite avoir 2 prix et il va être traduit en 35 langues. Alors que c'est une œuvre assez engagée, et qui, critique globalement, la prédation humaine. Ça témoigne de la vie de l'auteur qui est très politisée et qui est très engagé. Il va grandir dans un contexte anarchiste.
Il va rentrer dès 1961 dans les jeunesses communistes et il va être emprisonné sous Pinochet alors qu'il est étudiant et il est condamné à 28 ans de prison. Il aurait pu être condamné à la peine de mort. Et il va faire en fait 2 ans et demi dans une prison spécialisée pour les opposants politiques avant d'être, libéré, notamment, grâce à la médiatisation d'Amnesty International. Sa peine va être commuée en 8 ans d'exil en Suède. Il va pas aller en Suède, il va rester en Amérique du Sud. Et il va témoigner dans un livre plus tardif, le livre qui s'appelle «Le neveu d'Amérique», qui est sorti en 1995. Il va témoigner de la torture qu'il a subie en prison sous la dictature Pinochet. Il va, vivre 1 an avec les Shuar, dont il parle dans, son livre. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement. Donc les Shuars, c'est un peuple, natif d'Amazonie et lui, en 1978, il va aller vivre avec eux dans le cadre d'un programme d'études qui est mené par l'UNESCO et c'est une étude des conséquences de la colonisation et on voit bien que, il va en faire quelque chose dans ce livre. Ensuite, il va rester en exil, il va vivre, pas mal d'années en Allemagne, il va, s'investir et militer au sein de diverses organisations, dont Greenpeace, mais aussi la Fédération internationale des droits de l'homme. En 2020, il décède, il fait partie des personnes qui, sont décédées, du Covid. Donc, ce livre, il a été édité chez Métellier et en fait, de ce que j'ai vu, tous ces livres sont édités et traduits chez Métellier. Quand il y a une présentation, est-ce que vous, la lisez? Moi, j'avoue que j'ai commencé à lire, parce que ça pouvait m'aider, ne serait-ce que pour présenter l'auteur et en fait, j'ai pas terminé de le lire parce que je trouve que ça m'influence vachement dans ma lecture. Il y a des éditions qui font vachement ça et franchement, ça me gêne plus qu'autre chose. Dans les présentations, il y a un peu une analyse critique, même si elle est très rapide pour ce roman-là, et du coup, ça peut me donner une clé de lecture que, je n'aurais pas forcément ou peut-être pas en premier. Et je trouve que ça me crée une espèce de grille de lecture qui vient pas forcément de moi. Ça me met plus dans une lecture, on va dire, scolaire. C'est-à-dire: «Ah, quelqu'un qui s'y connaît m'a dit que ce livre dénonce ça, bah, si je le vois pas, c'est que j'ai pas compris le livre». Là où c'est le pire, c'est, dans les grands classiques, de la lecture, du 19e siècle. Par exemple, je suis, en plein marathon très sporadique en vrai, qui me prend beaucoup de temps, mais des Zola et c'est super qu'il y ait une espèce d'édition critique avant chaque tome et en même temps, j'ai fait l'erreur de lire pour le premier. Et je me suis dit: «Je le lirai plus du tout» parce qu'après, en fait, j'ai pas l'impression de plonger dans un récit. En plus du problème de la grille d'analyse, c'est hyper spoilant parce que j'avais peur qu'en fait, le récit soit la traque, de l'animal. Donc pour contexte, pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, on est, dans l'Amazonie. On est vraiment, dans une zone, très peu peuplée où il va y avoir quelques colons, il va y avoir un maire qui représente toute l'autorité centrale, il va y avoir des natifs de l'Amazonie, qui vivent en marge, parce que nous, on va être centré sur, le hameau, on va dire et il va y avoir des chercheurs d'or, des jeunes hommes qui viennent pour essayer de chasser, des animaux exotiques, ce genre de choses. Mais il y a très peu de monde. On est au début de la saison des pluies et ensuite on va être en plein dans la saison des pluies et en gros, il y a un cadavre qui est retrouvé. On comprend que c'est un jaguar qui l'a tué et quand j'avais lu le résumé, moi, j'avais l'impression que l'histoire allait être celle d'une traque par un vieil homme qui est, de la région depuis des années, qui a vécu avec les, natifs, donc les Shuar et qui connaît très bien la forêt et accessoirement, qui lit des romans d'amour, ce qui est un peu sa particularité. Mais moi, j'avais peur que ce soit vraiment une histoire de la traque et franchement, c'est pas ça parce qu'en fait, on revient sur l'histoire de cette personne, sur ses souvenirs. Il est très nostalgique, il est très ancré dans le passé, donc on a un peu son histoire à travers ça et il y a un gros discours écologiste. Il y a pas mal de passages qui m'a fait penser à un bouquin d'histoire, de Richard White, le Middle Ground et en gros, la thèse dans ce bouquin d'histoire-là, qui étudie la région des Grands Lacs avec la colonisation et en gros lui, il définit le Middle Ground comme le processus dans lequel des personnes de cultures distinctes, interdépendantes, mais dont aucune n'est hégémonique, établissent un système de compréhension et d'accommodation mutuelle.
chacun, pour convaincre son interlocuteur d'une autre culture, agit en fonction de ce qu'il perçoit comme étant des codes et référents de ce dernier. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que quand le personnage principal, donc le vieux qui s'appelle Antonio, parle de son amitié avec Nuchinho qui est un Chouar, bah, je le retrouve pas mal. Notamment tout le passage, où Nuchinho lui demande, faut pas que je spoil, mais en gros quand Nuchinho lui demande de faire quelque chose et que Antonio va le faire et qu'en fait au final il a pas vu, entre la finalité de ce qu'on lui demandait et la manière de le faire, il a pas tout bien interprété et donc lui, il pense avoir bien fait et au final, les Shuar lui disent: «Tu as pas fait ce qu'il fallait et donc tu peux plus, entrer en contact avec notre communauté. Tu as condamné, dans les traditions, les croyances, tu as condamné, ton ami à quelque chose, en fait, en faisant mal». Bah, du coup, on est un peu dans ce côté-là de, des groupes qui doivent survivre et qui doivent, pour survivre, un peu, s'entraider sans avoir les référents des autres. La relation que Antonio a avec les Shuar, je la trouve, complexe mais belle et enrichissante même pour le lecteur parce qu'à travers ça, on voit que l'auteur, il nous explique quand même ce que lui, il a appris en vivant pendant 1 an auprès des Shuar. En fait, le personnage d'Antonio, je trouve que c'est un personnage qu'il aurait pas pu construire s'il n'avait pas vécu, dans les conditions, s'il n'avait pas lui-même été 1 an en Amazonie, auprès de ce peuple-là. On voit que c'est une nature qui est indifférente, en fait, à la vie humaine. C'est une nature où, on est tellement dans l'extrême que la vie et la mort sont sans cesse entremêlées et ça, c'est quelque chose, qu'on se représente très peu quand on vit dans un milieu plutôt urbain. Mais en fait, dès qu'on est, un minimum dans la campagne et encore plus dans la nature, ben, on voit bien que, la mort, elle est omniprésente, mais elle n'est pas, elle est moins dramatique peut-être. Elle fait partie de la vie. Elle est beaucoup plus intégrée en fait au, fonctionnement, de la vie que, dans nos mondes un peu urbains et où on a essayé un peu de la cacher, de l'invisibiliser, de la mettre, à la marge. Après, il y a un passage qui m'a vachement fait rire sur les haras, comment il fait pour, attraper des haras avec, les fruits. Ça m'a fait rire en me faisant penser à ce documentaire Arte qui était de base, c'était un documentaire qui promettait plein de choses parce que c'était en gros, est-ce qu'il peut y avoir des comportements addictifs chez les animaux? La problématique, elle était ouf et en fait, le documentaire, il va pas très loin et il nous montre juste des images d'animaux qui, voilà, mangent des trucs fermentés et ils sont complètement saouls et titubent et tombent et s'endorment comme ça, exactement comme, dans le bouquin avec les haras. Il y a même, des, éléphants dans le documentaire qui sont complètement saouls et qui s'affalent, mais du coup, c'est hyper impressionnant parce que, bah, c'est un peu gros un éléphant et en fait, les éléphants tiennent très peu à l'alcool. Du coup, voilà, ce que j'aurais retenu de ce documentaire Arte. Mais voilà, ça m'a fait rire de lire ça et je me suis dit: «Je suis pas sûre que j'aurais compris, sans ce docu». En continuant sur justement ce côté, un peu écologiste, on est quand même dans une marge, parce que, bah, il y a vraiment pas grand monde qui y vit. Les conditions de vie, elles sont hyper, difficiles. Le gouvernement, il est représenté par un personnage détestable et c'est là où on voit la politisation de l'auteur. Le personnage principal, donc Antonio, en fait, lui, il vient, de base des montagnes, et d'un milieu, paysan et ensuite il a choisi un peu de «fuir» entre guillemets, hein, avec sa femme, en ayant cette promesse de, si je suis un colon, on me donnera une terre et je vais la cultiver. Là, ça fait de nouveau vachement penser à l'histoire des États-Unis avec la conquête de l'Ouest, c'était le même système. Donc on est aussi dans une critique de la colonisation. Et bien sûr qu'il n'y arrive pas, bien sûr que, il se retrouve seul, malgré les promesses d'aide et cetera, que sa femme, elle dure pas aussi longtemps que lui et en fait, c'est parce qu'il arrive à nouer, contact, avec les Shuar et c'est parce que les Shuar l'aident que lui va s'en sortir et va arriver un peu, en devenant, le grand expert, du petit hameau parce au fur et à mesure de l'histoire, il y a de plus en plus de gens qui essayent de faire comme lui, il a essayé de faire et globalement, c'est un échec. On est quand même face à une réalité humaine hyper dure. Si je regarde un peu, pour la présence des femmes, bon, bah, voilà, hein. Il y en a une qui se fait, tabasser,
il y en a une autre qui se prostitue pour avoir de l'alcool et puis après il y a les femmes dans le groupe des chuards qui, ont pas l'air non plus de trop choisir, hein, parce que ça, c'est le seul passage franchement où je me suis dit: «Ah non». Parce que donc Antonio, il va vivre, régulièrement au sein de la communauté chuard sans pouvoir non plus, s'y installer parce qu'il n'est pas un chuard et en gros, à chaque fois qu'il va y aller, il va avoir un hôte et l'hôte lui prête une de ses femmes et lui, pour enfin, l'auteur écrit, c'est ce qu'il a connu de l'amour et tu là: «Non, je pense pas que ce soit de l'amour». Je crois qu'aujourd'hui, on ne dirait pas ça comme ça parce que cette femme, je ne suis pas sûre, qu'elle ait le choix et en plus, ils décrivent que donc du coup, il y a tout un rituel, en fait, où cette femme, elle accueille, l'invité, on va dire, et donc il y a tout un rituel qui va mener à l'acte, sexuelle et en fait, bah, pareil, on est là, bah, c'est pas l'amour, c'est donc un espèce de rituel, c'est un code, mais voilà. Donc ça, c'est le seul truc, qui m'a un peu fait tiquer et c'est le seul point que je peux reprocher au récit. Qu'est-ce que vous pensez de Antonio en tant que lecteur? Parce que quand même ce livre, il nous montre comment un homme s'est rendu compte qu'en fait, il savait lire et j'ai trouvé ça génial qu'il se rende compte le jour où on lui dit: «Bah, tu vas vo est-ce que tu sais lire? Si tu sais lire, tu peux voter. Ah ouais, tu sais lire ton nom? Bon, bah, allez, vas-y, vote». Ça, j'ai trouvé ça, génial qu'en fait, lui, il ait oublié qu'il avait appris à peu près les rudiments et qu'en se disant: «Bah, je sais lire», il se dise: «Mais en fait, du coup, je peux lire». En plus, c'est un moment où lui commence à vieillir et qu'en gros, ça soit une porte qui s'ouvre dans sa vie et tout le passage où il va chercher, bah, qu'est-ce que j'aime lire, sa rencontre avec un prêtre, qui qui a son point de vue de prêtre sur la lecture, mais qui est la 1re personne qu'il voit lire un gros livre. Ensuite, le fait qu'il va devoir, sortir de son lieu pour aller dans un endroit où il y a plus de monde, trouver une école, avoir une instite qui, lui propose, plusieurs livres et lui, il est devant, quelque chose de complètement, foisonnant, alors qu'en fait, elle a une cinquantaine de livres, ce qui est très bien d'avoir 50 livres chez soi, mais on voit que lui, c'est tellement pas ses références qu'en vrai, on lui présente 3 livres, il trouve ça déjà tellement riche. Et ensuite, là, il va y passer plusieurs mois pour, savoir, bah, qu'est-ce qu'il aime lire. J'adore quand il dit, je q enfin, quand le narrateur explique qu'il va pas, être fan de lecture historique parce qu'il y croit pas. Il se dit, bah, ces personnages, qui sont hyper, dans le luxe, on est en train de me dire qu'ils ont fait plein de guerres, mais je peux pas y croire. Enfin, il a un côté vraiment, découverte totale de quelque chose dont il est tellement étranger que c'est hyper rafraîchissant et au final donc il va, se rendre compte que lui ce qu'il aime c'est les romans d'amour. Ce qui est intéressant parce que ça va à l'encontre un peu des encore une fois, représentations de ceux qui vivent, un peu sur le front, de la colonisation de l'Amazonie et en même temps en fait c'est hyper chouette parce qu'on découvre un livre en même temps que lui et avec toutes les questions. Il va lire juste une phrase, il va se poser 20 000 questions parce que la phrase va parler de gondole, de baisers ardents et de Venise et en fait, tout ça, c'est trop inconnu pour lui donc déjà, il finit par comprendre qu'à Venise, il y a de l'eau mais du coup, c'est une ville donc il comprend pas. Lui-même, les villes qu'il a en termes de référence, c'est des toutes petites, des petits villages en fait, plus qu'autre chose donc en fait, lui, déjà, il se représente pas les grandes villes, enfin voilà. J'ai trouvé ça hyper riche de, à travers ce personnage-là, redécouvrir et se dire: «Mais en fait, nous, on a tellement la chance de connaître plein de références culturelles grâce à la mondialisation, à internet et cetera, qu'on est beaucoup moins dans la découverte totale d'un texte». Et en fait, progressivement, bah, on se dit, le narrateur, il traite de manière très égalitaire tous ces personnages et j'ai trouvé ça, enrichissant et de nouveau assez engagé dans le message de fond. De nous présenter un personnage lecteur, qui, découvre le monde, de la lecture et à travers, bah, déjà ce qui est accessible pour lui, bah, j'ai trouvé ça hyper bien en parce que nous-mêmes on est en train de le lire. Enfin, il y a un effet un peu comme ça, miroir qui est très beau. Il y a un effet miroir aussi où on se dit, dans ce roman, on nous dit bien, chaque mot a été choisi quand même. Donc, on pourrait le relire, le roman, je pense, en s'arrêtant sur chaque mot, en se disant: «OK, l'auteur a dit ça comme ça». D'ailleurs, j'en arrive à mon point suivant. Hem, je pense que c'est un choix de traduction, mais je ne sais pas parce que je ne lis pas l'espagnol, donc je ne pourrais pas aller vérifier.
Mais dans cette traduction française, il y a plusieurs fois où on va désigner, les gringos. Donc les gringos, c'est en gros, les occidentaux et donc généralement, c'est les États-Uniens, ceux qui arrivent, qui ont aucun respect, qui se pensent supérieurs, qui ont une attitude très colon et ben, plusieurs fois, on va les nommer américains et ça, c'est un truc qui m'a vachement interrogée parce que déjà, en Europe, on a tendance à dire américain pour états-unien alors que, bah, américain, ça peut être canadien, mexicain, chilien, péruvien, tout ce que vous voulez et c'est un vrai truc où, en fait, du coup, on invisibilise tellement de pays à travers, juste les États-Unis, comme si les États-Unis, c'était l'Amérique. Ça, moi, c'est un truc, j'essaye de faire attention, de bien dire états-unien et pas américain et du coup, quand j'ai lu américain pour états-unien, je me suis demandé: «Est-ce que c'est un choix de traduction pour s'adapter au lectorat européen ou est-ce que, même au Chili, on se défait d'une identité, continentale, quoi?» Voilà, je me suis dit ça, donc j'ai quand même fait un peu comme Antonio. Globalement, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu, je suis vraiment contente,